Bonjour et bienvenue sur la présentation du logiciel Calculette Géotechnique Mecasol. Donc je vais vous présenter aujourd'hui son utilisation à travers ce module vidéo. Quand vous avez cliqué sur l'icône Mecasol, c'est le premier écran qui apparaît. C'est l'écran menu, si vous voulez, à partir duquel vous allez accéder à tous les modules de calcul de ce logiciel. Alors, module de calcul, bien sûr, correspondant à cette version. Les modules de calcul, vous les avez dans cette partie-là, dans la partie effectivement inférieure, où vous avez actuellement dans cette version 4 modules de calcul concernant la calcul de portance des pieux. Donc, les deux premiers par les essais pressiométriques, donc celui-là et celui-là, et les deux autres boutons par les essais pénétrométriques, ce bouton-là, sachant que chaque essai, la calcul de portance peut se faire suivant deux modèles, le modèle par modèle de terrain, et le deuxième, alors je vais utiliser plutôt le terme procédure, qui est plus adapté, et la deuxième procédure par le pieux-modèle. Donc vous aurez ici les essais pressiométriques avec ici le calcul de portance par le modèle terrain et ici le calcul de portance par la procédure pieux-modèle. Et vous avez la même chose ici, ici c'est réservé aux essais pénétrométriques avec le premier module qui va servir au calcul de portance par la procédure du modèle de terrain et le deuxième bouton qui va servir au calcul de portance par le pieux-modèle. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui va être calcul de portance de pieux. Voilà. Les deux autres boutons, vous avez ici pieux-béton, calcul de la résistance structurale. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de déterminer quelle va être la résistance béton du pieux. Donc ça, c'est un petit peu indépendant de la partie sol. Donc là, ça va être le sol qui va être en capacité de résister à l'effort qu'il y a sur un pieu, par exemple, de 60 cm de diamètre. Tandis que là, en fait, on va déterminer quel est le béton du pieu qui va permettre de pouvoir résister, par exemple, à un effort de 100 tonnes par pied, de 200 tonnes par pied, etc. Voilà. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ce module-là fait l'objet d'un standalone, puisque vous avez par ailleurs sur le site le logiciel de calcul de semelle béton armé sur pieux, et il est nécessaire dans ce module-là, dans ce logiciel-là, excusez-moi, d'avoir la dimension des pieux. Donc du coup, vous pouvez par le biais de ce module, déjà être en mesure de faire un prédimensionnement de la section du pieu. Voilà, donc on y reviendra un petit peu plus longuement sur ce module-là. Et enfin, dernier module qui fait lui aussi objet d'un standalone, donc d'un logiciel indépendant, mais qui est comme lui regroupé dans la calculette géotechnique parce que ça vient quand même du monde de géotechnique. Vous avez le logiciel SEMDEV qui est le calcul de contraintes sous semelle de fondation superficielle rectangulaire et qui est soumis à un effort normal avec moment dans les deux sens ou dans un seul sens, et donc ça va vous permettre de voir quel est le champ de contrainte du sol sous la semelle. Voilà. Donc voilà un petit peu les modules de calcul qui sont aujourd'hui accessibles dans cette version-là du logiciel Mecasol. Et vous avez sur le côté trois boutons qui sont propres à l'écran de présentation. Alors le premier bouton qui est à propos et qui là va vous permettre de voir effectivement la version du logiciel que vous avez sous les yeux. Donc je vois bien que c'est la calculette géotechnique Mecasol et c'est la version 1.0. Donc comme ce logiciel va être amené à évoluer, ces chiffres-là vont être majorés. Donc du coup, il faut regarder par rapport au site sur lequel vous avez téléchargé le logiciel si par la suite la calculette a monté de version. Voilà. Et je vous invite bien sûr à télécharger les versions suivantes. Vous avez après un deuxième bouton qui est la configuration.
Donc la configuration, en fait, ça c'est des éléments qui vont être génériques à l'ensemble des modules de calcul. Alors avec deux onglets, un onglet général et un onglet éditeur. Alors, on va passer déjà sur l'onglet éditeur, c'est le plus simple, parce qu'en fait, comme chaque module de calcul édite une note de calcul, en fait, cette note de calcul, elle est au format RTF, donc c'est un peu le format docx du pauvre. Alors, l'avantage du format RTF, Rich Text File, voilà ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, c'est un module qui est libre de droit. C'est le docx, la norme docx, voilà c'est ça. La norme docx appartient à Microsoft, alors que la norme RTF, elle est libre de droit et elle peut être utilisée par n'importe quel logiciel de traitement de texte. Donc du coup, il y a un éditeur interne au logiciel que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser WordPad, vous pouvez utiliser Word. Voilà, donc ça c'est simplement vous. Nous allons le voir par la suite, qui est indiqué au logiciel quel type d'éditeur vous voulez voir utilisé par le logiciel. Voilà. Je reviens au premier onglet. Alors, le premier onglet, vous avez 4 éléments. Vous avez, premier élément, répertoire de sauvegarde des notes de calcul. Donc, soit vous utilisez le répertoire par défaut. Alors, le répertoire par défaut, c'est le répertoire dans lequel est installé le logiciel Mecasol. Et dans le répertoire du logiciel Mecasol, il y a un sous-répertoire qui s'appelle notes de calcul, dans lequel seront placées les notes de calcul. Alors là, vous étonnez pas, mon répertoire par défaut, c'est Visual Studio 2017 Mecasol /bin/note de calcul, puisque actuellement, il est encore en évolution et en cours d'écriture. Mais quand vous allez l'installer sur votre ordinateur, ben, ça sera sur un autre élément, ça sera peut-être au document direct, Mecasol, etc. Voilà. Donc, et simplement vous définissez à quel endroit vous voulez sauvegarder la note de calcul. C'est la raison de l'existence de ces coches, c'est que soit effectivement c'est un répertoire par défaut, vérifiez bien que le répertoire défaut c'est bien ça, soit c'est un répertoire personnalisé, et à ce moment-là, répertoire personnalisé, vous voyez comme bouton est apparu, modifier, vous cliquez sur le bouton modifier, et là, vous allez pouvoir utiliser, voilà, vous pouvez naviguer et vous pouvez créer alors ici on ne peut pas, c'est normal, mais par exemple, si je viens d'un document, vous voyez que je peux créer un nouveau dossier. Vous pouvez créer un nouveau dossier qui va venir s'afficher ici et vous sauvegarderez vos notes de calcul dans ce nouveau répertoire. Vous avez la même chose pour les fichiers de données. C'est exactement la même chose. Donc vous avez ici le chemin d'accès à ce répertoire par défaut. Voilà. Donc vous n'avez pas, c'est exactement la même chose. De toute façon, ces éléments d'explication sont repris dans la notice sur laquelle je vous invite de vous y rendre. On va le voir juste après. Vous avez le rédacteur. Donc j'ai mis le Flux Engineering, c'est le truc par défaut. C'est l'élément par défaut. Et après le chantier. Alors là j'ai marqué Résidence Blaise Pascal. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Donc vous avez ici plusieurs boutons. Quitter, OK, configuration par défaut et sauvegarde. Le quitter, en fait, c'est la même chose que ça. Donc vous allez fermer le logiciel sans prendre en compte les modifications que vous aurez fait ici. Si vous faites OK, là, vous quittez le logiciel en conservant les valeurs renseignées. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Ici, il faut que j'ai un nom de projet. Si j'ai aucun nom de projet, les valeurs ne seront pas enregistrées. Je vais vous montrer par exemple. Je vais mettre par exemple résidence Toulouse. Je fais OK. Je sors sortir, je reviens. Et vous voyez que j'ai toujours résidence Blaise Pascal, ce qui est logique parce qu'en fait, j'ai ici aucun projet en cours. Voilà. Par contre, j'aurais eu un élément ici, un projet ici affiché. Là, par contre, là, ça me l'aurait validé. Voilà. Donc ça, c'est la différence. Après, vous avez deux autres boutons.
Alors, le bouton, vous voyez, c'est marqué sauvegarder données dans le fichier CFG calculette mecasol ini. C'est-à-dire que c'est un fichier que vous avez, qui est automatiquement créé lors de la première utilisation du logiciel et dans lequel vous allez sauvegarder, j'allais dire, vos données de base. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, le nom du rédacteur, si c'est toujours le même qui utilise le logiciel, ben vous allez mettre son nom, vous allez le sauvegarder dans ce fichier CFG calculette mecasol ini. Et là, c'est comme ça de manière systématique, ce sera toujours lui qui apparaîtra un nom de calcul. Voilà, ça c'est vraiment, ça vous permet de sauvegarder dans un fichier de configuration qui vous sera propre et qui vous permettra comme ça d'avoir une base saine chaque fois que vous aurez utilisé le logiciel. Et enfin, deuxième point, configuration par défaut. Alors attention, en cliquant sur vous rétablissez les valeurs par défaut. Ce sont des valeurs qui sont en fait inscrites en dur dans le programme et vous voyez que vous allez voir ici résidence Blaise Pascal. Je vais faire configuration par défaut. Attention, vous allez modifier vos préférences, voulez-vous continuer, vous faites oui. Et vous voyez que j'ai maintenant le chantier à définir. Voilà. Donc et là, si je fais par exemple OK, même si j'ai rien ici en cours, je fais OK, je reviens et je reviens à la configuration initiale, puisqu'effectivement, je reviens sur le résidence Blaise Pascal. Voilà. Donc tout ça, c'est un petit peu subtil, mais ça va vous permettre de vous faciliter un petit peu la vie pour la suite de l'utilisation du logiciel. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie configuration. On revient. Et dernier point du formulaire menu, en fait, puisqu'en fait ça c'est l'écran menu depuis lequel, ou le formulaire menu depuis lequel vous allez vous accéder à tous les modules de calcul du logiciel. Vous avez le bouton d'aide qui affiche l'aide générale. Voilà, c'est le logiciel et le manuel d'utilisation. Voilà. Et donc, ce que je vous précisais, ce que je vous indiquais précisément tout à l'heure, à savoir la configuration. Alors, vous voyez, c'est un document qui, là, actuellement, comporte 85 pages, donc c'est quand même assez copieux. Et vous avez ici, voilà, le bouton configuration, et tout ce que je viens de vous expliquer un petit peu sur la partie configuration se retrouve dans ce chapitre. Alors vous voyez, il y a de quoi lire. Voilà, et qui vous explique un petit peu comment utiliser cet onglet configuration et l'onglet éditeur. Voilà. Donc voilà pour le formulaire menu qui sera amené à évoluer en fonction des modules de calcul qui seront rajoutés par la suite. Bien, eh bien, je vous propose maintenant de passer à l'exemple numéro 1. Cet exemple numéro 1, donc, cet exemple numéro 1 qui se trouve dans le guide de validation que je suis en train d'ouvrir tout simplement, que vous trouverez bien sûr sur le site logiciel bâtiment. Donc on y va de suite. Voilà, l'exemple numéro 1. C'est un calcul de la portance d'un pieu suivant les essais pressiométriques par la procédure du module de terrain dans le cas d'un sondage de moins de 5 mètres. Donc, portance d'un pieu essai pressiométrique, donc ça va être ce bouton là ou ce bouton là, et par la procédure du modèle de terrain, donc ça va être ici, calcul portance par modèle de terrain et essai pressiométrique. Donc je vais lancer le calcul. Voilà. Donc, première page avec deux onglets, l'onglet caractéristiques du pieu et l'onglet caractéristiques des sondages procédure modèle de terrain, donc ce qui correspond effectivement à ce que je veux. Dans la procédure, alors caractéristiques du pieu, donc je vais avoir besoin du nom du pieu, des cotes relatives, de la technique de mise en œuvre, forêt simple, un puits, un pieu battu en béton précontraint, un micro-pieu de type 1, et ainsi de suite. Donc voilà, vous avez le choix. Et après, tout un tas d'éléments qui vont être propres à la technique de mise en œuvre. Voilà. Deuxième onglet qui va être
La détermination du profil de valeur renseignée pour le modèle de terrain. Alors soit c'est un sondage à moins de 5 mètres de l'appui, puisqu'à ce moment-là on considère, enfin la norme, la P80 14262 considère qu'un sondage à moins de 5 mètres de l'appui réel, c'est-à-dire du pieu, vaut valeur caractéristique. Donc à partir de là, ben, vous allez voir, vous pourrez cliquer ici et vous aurez les éléments correspondants. Voilà. Vous voyez, voilà, on va pouvoir entrer le profil pressiométrique et le profil lithologique. Soit c'est les valeurs caractéristiques du modèle de terrain, et là on n'a plus qu'un seul tableau à renseigner, mais ça on le verra sur l'exemple numéro 2. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va rentrer donc cet exemple numéro 1. Donc cet exemple numéro 1 nous dit, on a affaire à quoi? On a affaire à un pieu. Donc les caractéristiques du pieu sont les suivantes. Donc le nom c'est FTCE. Donc on va le noter, FTCE. La profondeur du pieu 16 mètres, c'est-à-dire qu'en fait ça c'est le pieu est enterré de 16 mètres. Donc on va passer en cote relative. Cote NGF, ça c'est quand vous voulez avoir par exemple la cote du terrain naturel, par exemple 130 mètres. Cote de tête du pieu, s'il dépasse de 1 mètre, ben vous allez avoir 131. Et la cote de la pointe du pieu, c'est-à-dire la base du pieu, elle va être peut-être à 120 mètres si votre pieu fait 10 mètres dans le terrain, est enterré de 10 mètres dans le terrain. Voilà. Donc en général, on va se trouver toujours en cote relative, c'est plus simple. Si vous vous souvenez plus trop des définitions, vous avez ici un petit bouton qui va vous permettre, en cliquant dessus, d'avoir l'aide contextuelle à cette partie-là. Donc si je clique par exemple, voilà, vous avez l'aide contextuelle qui explique la différence entre cote relative et cote NGF avec les 3 champs de texte à renseigner, et vous avez avec un petit exemple comment cela fonctionne, comment le programme le comprend. Donc voilà, donc vous avez la possibilité de renseigner soit en cote relative, soit en cote NGF. Honnêtement, je vous invite plutôt à le faire en cote relative, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Et puis ça, vous avez une aide contextuelle pour chaque bouton de ce type-là, qui va s'afficher automatiquement quand vous allez cliquer dessus. Voilà. Pour la quitter, il suffit de cliquer sur la croix, vous la fermez, vous revenez au formulaire. Donc du coup, cote du pieu, ben, je vais avoir 0 en fait. Et cote de la pointe du pieu, je suis à 16 mètres, donc là, je vais marquer 16 mètres. Voilà. Technique de mise en œuvre, donc c'est un pieu réalisé à l'intérieur creuse avec enregistrement de paramètres. Donc, pieu intérieur creuse, on ne me précise pas si c'est simple rotation ou double rotation, je mets intérieur creuse, simple rotation. Voilà. Là aussi c'est pareil, vous voyez, j'ai eu un bouton d'aide, je clique dessus, voilà. Et là c'est tous les types de pieux qui sont autour. En fait, c'est les pieux qui sont prévus par le tableau 1 de la Nex A de la norme donc de la P94-262, et en fait vous avez donc ici le rappel de tous les types de pieux avec leur classe et leur catégorie. Géométrie du forage circulaire, de toute façon là ça ne peut être que circulaire. La dimension de l'outil de forage, j'ai un pieu de 62, enfin l'outil de forage fait 62 cm, on considère que la section nominale de calcul du pieu est celle de l'outil de forage, donc 62 cm. Voilà. Et voilà, j'ai pas d'effet de groupe, c'est-à-dire qu'en fait, la distance entre pieux est supérieure à 3D, à plus de 3 diamètres, donc pas d'effet de groupe. Et voilà, là j'ai rempli le premier onglet, les caractéristiques du pieu. Deuxième onglet, donc là c'est on me dit altimétrie d'un nappe d'eau 23,50 m, et en fait c'est un sondage qui est à moins de 5 mètres. Donc à partir de là, voilà le sondage pressiométrique qui a été réalisé à moins de 5 mètres de l'endroit où je vais véritablement réaliser le pieu. Alors l'entrée de données, donc c'est un sondage. Donc je viens me mettre ici.
Avec le sondage, donc je dois rentrer le profil pressiométrique qui est ici, puisque je dois rentrer pour chaque valeur la cote. C'est-à-dire en fait ici je vais être je vais être ici par exemple à 2,50, la valeur du module pressiométrique, la valeur de la pression d'affluage, la valeur de la pression limite nette. Voilà, donc du coup j'ai quand même pas mal de données à rentrer, et j'aurai en plus à rentrer les profils lithologiques, c'est-à-dire la cote altimétrique du toit, c'est-à-dire par exemple ici on me rendait par exemple celle-là, j'ai ici une cote qui est à 8,60 pour la manne blanchâtre, donc je devrais mettre ici 8,60 pour la manne blanchâtre, et là-bas en base 13 mètres et quelques, voilà. Donc c'est un peu longué, donc vous avez une possibilité, c'est de rentrer ça directement depuis un fichier texte. Alors ce fichier texte, voilà à quoi il ressemble en fait, et c'est beaucoup plus simple de le rentrer comme ça. Donc je vais le charger en fait, et ce fichier texte je le prépare un petit peu avant, et je vais et une fois qu'il est préparé, je vais le charger en fait. Voilà, donc je vais faire ça et vous allez voir, ça va être beaucoup plus rapide. Alors je vérifie simplement, le voilà, c'est S impression litho TXT, c'est un fichier TXT. Voilà, vous le trouverez ça dans le dossier compressé qui est propre à l'exemple 1. Je fais ouvrir, voilà, et vous voyez automatiquement ça va se rentrer, ça va se renseigner avec le profil pressiométrique. Voilà, j'ai par exemple à 2,50 m une pression, un module de pressiométrique EM qui est égal à 32,1 mégapascal, une pression de fluage à 0,47 et une pression limite à 0,55. Alors je précise bien que ce sont des pressions limites nettes, puisque vous avez une étoile ici. Voilà. Et vous avez le profil lithologique, donc dans lequel vous avez à ce moment-là ici l'altimétrie de la couche du toit, l'altimétrie de la couche de la base de la couche, et ainsi de suite. Donc on voit bien qu'on a une première couche de remblai, qui est un complexe limono-sableux qui va faire de 0 à 2 mètres. Après j'ai une marne beige tendre qui est sur la profondeur de 2 mètres à 3 mètres. Après j'ai de nouveau une nouvelle couche de sol qui est de l'argile verdâtre qui va de 3 mètres de profondeur à 8,60 m de profondeur. Après j'ai une autre encore couche différente, cette fois-ci c'est allemande blanchâtre tendre qui va de 8,60 m à 13,10 m. Puis je retrouve à la suite de 13,10 m de profondeur à 20 m de profondeur une marne gris bleuté tendre, et enfin je vais et enfin une dernière couche que je rencontre de 20 m à 25 m 30 de profondeur, une marne gris bleuté compacte. Je suis amené à devoir classer ce sol, et dans ce sol, donc du coup, vous avez ici voilà, les différentes possibilités de classement du sol. Ça, c'est les possibilités qui sont indiquées dans la norme, la P94 262, et en fait, voilà, donc du coup, vous la classez, etc. Donc on voit que par exemple, ici, j'ai bien 3 couches de marne différenciées, qui a différencié les géotechniciens, pour autant, il les a bien classées dans la même classe de sol. Voilà. Alors, tout ça, vous n'avez rien inventé, c'est le géotechnicien qui vous donne tous les éléments, et vous comprenez tous les éléments du géotechnicien. Voilà. Donc, l'affichage profil, voilà, et j'ai donc effectivement voilà, donc je retrouve en fait ici l'affichage que j'avais en fait ici, qui m'était donné par le géotechnicien, voilà, tout simplement. Voilà. Donc du coup ça va vous permettre comme ça, alors effectivement, opération résidence Blaise Pascal, vous voyez que j'ai encore quelques petites éléments à arranger. Voilà.
Donc voilà un petit peu pour pour les premiers éléments. Alors là, peu d'eau reconnue, normalement, j'ai bien une nappe d'eau 23,50 m. Ici, voilà, elle doit être ici, elle a été oubliée d'être marquée. Bon. J'ai pas de calcul de tassement qui ont été indiqués, qui ont été demandés, donc ici, ça sera pas coché. Pareil, vous avez toujours les aides contextuelles comme tout à l'heure. Voilà. Voilà un petit peu les éléments, et là, vous avez donc tout renseigné et votre exemple est prêt au calcul. Voilà. Donc vous avez vu que... Alors, après j'ai deux boutons. Là, quand vous avez tout renseigné, ben, vous pouvez sauvegarder l'affaire. Et sinon, voilà, j'ai renseigné, si vous voulez, j'ai renseigné les deux onglets parce qu'on l'a fait ensemble. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que cet élément a déjà été renseigné. Vous le trouverez dans le dossier compressé et vous allez voir que je vais faire un réinitialiser. Alors ça, c'est pour effacer toutes les données et lancer un nouveau calcul. Donc si je fais ça, vous voyez, je ne sais plus rien. Et là, ben ça me garde encore, ça me réinitialise que les données ici. Donc, ben en fait, je ne vais pas m'embêter, je vais aller chercher. Alors, on va le voir plus facilement ici. Je vais charger l'affaire. Donc, en fait, je vais les récupérer. Voilà. Et là, cette fois-ci, ça s'appelle exemple sondage à 5 mètres. Je vais l'ouvrir. Et vous voyez qu'il me ramène toutes les données. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Ça, c'est quand vous avez sauvegardé l'affaire. Voilà. Donc, du coup, eh bien, on peut démarrer le calcul. Voilà. Calcul terminé. Et voilà, vous avez donc là l'affichage de la norme de calcul. Alors l'affichage de la norme de calcul par l'éditeur interne. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec Word, c'est vraiment un traitement de texte minimaliste, mais ça va. Alors vous l'avez sous format RTF, cette note de calcul, dans le répertoire que vous avez choisi précédemment, comme je vous l'ai montré au tout début de la vidéo, dans le répertoire que vous avez décidé dans le formulaire configuration, dans le formulaire configuration, tout à fait. Voilà. Donc, ben, on va regarder un petit peu les résultats. Donc, du coup, premier chapitre avec un rappel des hypothèses. Donc, pieu forêt intérieure creuse, classe 2, catégorie 6, ça c'est la norme, diamètre 62 cm. Ça rappelle vous voyez, on retrouve le schéma pressiométrique. Et après, vous avez dessous, hop, voilà, le calcul de résistance de pointe, RB. Donc, je vais aller directement au résultat. Voilà. La comparaison entre des résultats et conclusions. Donc du coup, j'avais fait cet exemple 1 par rapport à un exemple que j'avais retrouvé dans une fiche technique d'un rapport géotechnique. Et je voulais voir un petit peu ce que ça a donné. Voilà. Et donc en fait, alors vous avez donc le calcul de la résistance de pointe RB. Donc il calcule d'abord la pression limite nette équivalente PL étoile E. À la suite de quoi, donc P étoile alors PL étoile E, là il trouve 1,16 mégapascal et quoi s'appelle, j'étais moi à 1,16, la partie tiers c'était à 1,30. Le calcul du facteur de portance Kp, donc je le retaille ici, rapport de F sur B supérieur ou égal à 5, donc Kp est égal à Kp max, et soit 1,60, il vous indique bien sûr la valeur de Kp max. Voilà. Donc ça, je vous laisse regarder dans le détail. Et après, il y a le calcul de la résistance de frottement axial, RS, voilà, avec tout le tableau, puisqu'en fait il le calcule valeur par valeur, donc c'est pour ça, valeur pressiométrique par valeur pressiométrique, donc c'est pour ça que vous avez, alors bien sûr c'est qu'un éditeur de texte minimaliste, ça c'est un petit peu décalé, mais en fait dans Word ou dans WordPad, vous verrez que c'est le tableau, pas de problème, les colonnes sont bien identifiées.
Voilà, donc vous avez toutes les valeurs ici de A, B, alpha, pi, sol, etc., etc. Et ça va vous donner comme ça la valeur de la résistance de frottement axial globale, donc grand RS, qui va être de 2,671 méganewtons. Voilà. Puisque c'est une valeur de résistance. À partir de là, les déterminations des coefficients des modèles, gamma RD1 et gamma RD2, puisque nous sommes en modèle de terrain. Et enfin, les valeurs caractéristiques, donc RBK et RSK, qui vont être du coup de 0,443 méganewtons pour la valeur RBK et 2,58 méganewtons pour la valeur RSK. Voilà. Et après, il va faire directement à partir des valeurs caractéristiques la charge de résistance de calcul à l'ELU géo, puisqu'on est en partie géotechnique, là, on n'est pas sur la partie structure, c'est l'autre logiciel, c'est la capacité PIE-BA-C2 qui va vous donner l'ELU STR, là on parle d'un ELU géo, et un ELS géo aussi pareil, donc du coup, alors il calcule les trois, il calcule l'ELU en situation durable transitoire, l'ELU situation accidentelle et l'ELU sismique, et là pour l'ELS, il calcule dans les deux ELS, le LS caractéristique et le LS quasi permanent. Voilà. Donc du coup, par rapport à ce que j'avais précédemment, la partie tierce en ELU Géo, ils étaient à 2737 kN, alors que moi, je suis à 2320 kilonewtons, là il y a une virgule, hein, 2,320 méganewtons. Alors attention, c'est la mode anglo-saxonne, ma virgule c'est le point. Bon. Et ça c'est parce que Windows est américain. Voilà, et donc ça permet de comparer. Voilà, donc en fait j'ai le logiciel qui est un peu plus pessimiste, tout simplement. Alors j'explique pourquoi. J'ai une couche de remblai neutralisée qui est plus, alors une couche de remblai neutralisée qui est un peu plus importante dans le tiers 40 cm en plus, donc ça veut dire que j'ai une résistance au frottement qui est pour moi moins importante. Et du coup, une valeur de QS moins importante sur les autres marnes aussi. Voilà, j'ai 138 kPa en moyenne, alors que lui il est à 146 kPa. Donc ça, vous le retrouvez ici. Je vais vous le montrer. Voilà. Vous avez ici en fait les valeurs kPa retenues. Et en fait, vous avez, voilà, et donc on peut se retrouver ici sur cette partie-là, il a des valeurs un petit peu plus importantes. Bon. Et enfin, une valeur de PLE moins importante, effectivement, de pression limite nette équivalente. Moi, je suis à 1,16 mégapascal, alors que le tiers était à 1,30. Donc c'est pour ça qu'il a une résistance de pointe plus importante. Voilà. Ouais. Voilà, donc voilà un petit peu et bien sûr, à la fin, ça vous indique s'il y a des avertissements ou pas. Il n'y a aucun avertissement. Voilà. Donc voilà un petit peu pour l'exemple numéro 1. Vous voyez que c'est relativement simple. Pour l'exemple numéro 1.